14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble sur Sud Radio et nous allons passer ces 2 heures à parler de la sexualité féminine. Alors c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, il y a eu beaucoup d'avancées qui ont permis aux femmes d'être plus à l'aise dans leur corps et dans leur sexualité. Malheureusement, il y a encore beaucoup de femmes, plus d'une femme sur 2 qui n'est pas bien dans son corps, qui n'aime pas son corps. Et quand on n'est pas bien dans son corps, c'est évidemment un des premiers handicaps pour avoir une belle sexualité. Alors, on va essayer en compagnie de Flore Chéry, qui justement vient de sortir un livre dans lequel elle évoque les dernières évolutions. Eh bien, on va essayer d'aider les femmes à mieux vivre leur sexualité. Flore, vous travaillez aussi dans le domaine de l'imaginaire érotique et je suis persuadée que cette capacité à imaginer, c'est un atout important pour aider la libido féminine à mieux circuler. Bref, on pourra aussi, pourquoi pas, évoquer les derniers jouets. En quoi sont-ils plus efficaces ? Lequel pourrait-on vous conseiller pour emmener dans votre valise cet été ? On pourra également vous donner beaucoup de conseils utiles, mais vous pouvez aussi venir nous rejoindre pour témoigner si vous êtes à l'aise dans votre sexualité ou si vous êtes un peu inhibé, et on essaiera de comprendre pourquoi. Et vos questions, bien sûr, c'est au 0826 300 300. Bonjour Flore Chéry. Bonjour Brigitte. Alors justement, le microscope dans la culotte, ça vient de sortir. Vous avez interviewé de nombreux scientifiques, sexologues, etc. Quel résumé vous feriez sur ce qu'on peut dire de nouveau qu'on a appris sur la sexualité féminine ? Sur la sexualité féminine, très spécifiquement, moi, la grande tendance que je vois évoluer, c'est des femmes qui cherchent, comme vous l'aviez un peu dit, à renouer avec leur corps. On le voit par exemple dans la contraception. De plus en plus, il y a des femmes qui vont délaisser la technique hormonale et se concentrer sur d'autres techniques. Alors ça peut être le stérilet, mais ça peut être aussi l'écoute de leur cycle, l'écoute des méthodes naturelles. Alors avec des résultats pas toujours au rendez-vous, mais en tout cas, il y a une volonté de la part des femmes de mieux comprendre leur corps et parfois de délaisser le monde médical qui l'a encadrer ce corps féminin et parfois avec ses loupés. Alors il y a aussi par rapport aux règles, il y a des méthodes plus naturelles que les fameux tampons aussi. On constate beaucoup. Oui, par exemple sur les règles. Alors il y a eu beaucoup de défiance, en particulier sur le tampon à cause du choc toxique et sur les serviettes hygiéniques qui ne communiquaient pas vraiment la composition de ce qu'il y avait dedans, ce qui a créé une forme de défiance de la part des femmes, en plus de ce qu'on a appelé la taxe rose, si vous vous souvenez, c'est-à-dire cette espèce de taxe supposée sur les produits féminins qui les rendait très chers. C'était à 20% cette taxe. Alors que c'était des produits... Pas tout, mais enfin certains, oui. Certains étaient à 20%, alors que c'était des produits, on va dire, de santé, d'hygiène élémentaire. Ils étaient taxés comme des produits un peu plus luxueux. Donc tout ça crée une forme on va dire, de défiance autour des protections usuelles qu'on trouve dans les supermarchés. Et les femmes se sont orientées vers des techniques différentes. Alors il y a eu la cup, à un moment, il y a eu la grande mode de la cup. Et aujourd'hui, on voit plutôt des alternatives du côté des culottes menstruelles, qui fonctionnent très bien, avec une technologie dans le textile qui est douce, pratique, inodore et qui permet beaucoup de confort à des femmes qui en cherchaient beaucoup. Donc ça bouge quand même énormément depuis j'allais dire une dizaine d'années. Il y a évidemment la compréhension des racines du clitoris qui a fait évoluer bien aussi sûr. Beaucoup la compréhension du plaisir à la fois clitoridien et vaginal, et on sépare presque plus les deux, si je puis dire. Oui, je pense que ces avancées scientifiques et aussi la façon dont elle les a montrées de façon pop, ludique dans les médias, a permis aux femmes de moins morceler, si je puis dire, le sexe féminin et de mieux comprendre que finalement la partie interne est reliée à cette partie externe et que c'est un tout qui fonctionne ensemble. Et de se le modéliser comme un tout qui fonctionne ensemble dans son cerveau, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe et d'être mieux connecté finalement à son corps. Et ça, c'était un des grands problèmes des femmes, de pas trop comprendre ce qui se passait. Alors, je vais me permettre un parallèle, parce que ça va aider peut-être à comprendre, c'est que c'est comme si l'homme, il avait d'un côté son gland et de l'autre côté le reste du pénis, quoi. C'est un peu ça, le clitoris, c'est le gland, et le vagin, c'est la tige.
Enfin, c'est un peu, enfin, si on fait une comparaison, c'est comme ça qu'il faudrait la faire. Donc ça paraît en effet totalement stupide d'imaginer que l'homme aurait une sexualité différente si c'est le gland qui est sensibilisé ou si c'est le reste du pénis, quoi. Oui, bien sûr. Donc, mais après, même si le gland est plus sensible, comme le clitoris est plus sensible que le vagin. Mais après, c'est quand même deux types de stimulation assez différentes. Quand on est en stimulation vaginale, on va plus pressuriser une paroi qui a une sensibilité aléatoire. C'est plus les bulbes qui vont réagir ou qui vont se gorger de sang. Donc je comprends que la stimulation ne soit pas du tout pareille quand on a une stimulation vaginale et une stimulation clitoridienne. Donc ça, alors que bon, chez l'homme, a priori, c'est toujours quelque chose qui coulisse. Donc c'est certes, mais qui coulisse aussi sur le gland. C'est-à-dire que beaucoup de femmes, je crois, aujourd'hui, ont compris qu'on pouvait poser, par exemple, un petit vibro au moment du coït pour avoir un orgasme au moment du coït, justement. Exactement. Et ça détabouise ce plaisir et cette stimulation vaginale que certaines femmes peut-être s'interdisaient de faire parce qu'elles avaient l'impression que c'était une masturbation un peu infantile, ce qu'elles faisaient quand elles étaient jeunes, et qu'elles s'imaginaient qu'une sexualité adulte était strictement et uniquement pénétrative et que le Graal c'était d'avoir un orgasme de cette façon-là. Oui, je pense que là, à la fois l'avancée scientifique, les échographies ont permis de mieux comprendre ce qui se passait et de comprendre qu'il était plus facile quand même de stimuler de façon externe le clitoris, enfin le sexe. Et en même temps, l'avancée des sextoys ont montré que tellement de femmes en raffolaient que on n'était pas bizarre si on aimait la stimulation clitoridienne. Voilà, et je crois que ça a peut-être décomplexé certaines femmes qui n'ont pas d'orgasme au moment du coït, qui n'ont pas d'orgasme vaginaux, comme on dit, et qui donc parfois même pensaient. Moi, j'ai eu des témoignages de femmes qui me disaient je n'ai pas d'orgasme, alors qu'elles avaient des orgasmes clitoridiens sans difficulté. Donc ça, je pense que ça décomplexe quand même les femmes. Ça aide aussi les hommes, mais on sait que les hommes sont assez friands des cunis en règle générale, hein, donc ça les aide encore plus à en être friands sans doute, mais ça permet à ceux qui ne comprenaient pas l'importance des préliminaires peut-être aussi de mieux comprendre que c'est presque un passage obligé pour beaucoup de femmes. Bien sûr, puisque l'intérêt aussi c'est que les bulbes du clitoris se gorgent de sang, donc il faut quand même préparer cette zone de façon excitatoire, même en interne, même si on ne va pas directement stimuler en interne. L'idée c'est que la femme soit excitée pour mieux recevoir une pénétration. Voilà, et puis ça aide à la lubrification, etc., etc. Bon, bref, on va essayer de parler de tout ça. Malheureusement, les chiffres sont encore tristes. Hein. Je crois que c'est 60% des femmes qui n'aiment pas leur corps. Oui, alors ça c'est un autre sujet. Ça c'est les injonctions à la beauté, et peut-être que les réseaux sociaux jouent aussi de façon négative dans l'estime des femmes. Oui. Oh, c'est pas nouveau, hein, ce chiffre, malheureusement. C'est comme ça depuis toujours. Hein. Est-ce que dans les années 80, les femmes n'assumaient pas plus leur corps qu'aujourd'hui ? Surtout les jeunes femmes. Je pense qu'il y a vraiment un problème de représentation du corps chez les jeunes femmes qu'il n'y avait pas, je pense, dans les années 80. Nous, déjà dans les années 90, il y avait les mouvements pro-ANA avec de l'anorexie qui commençaient à émerger, avec ces espèces de mannequins qui étaient glorifiés dans des blogs à destination des jeunes. Mais aujourd'hui, je pense que le phénomène s'est accentué avec les réseaux sociaux, et peut-être que la génération des boomers a été épargnée un peu plus. Bon, on va voir ce que nous racontent les femmes en tout cas, et bien sûr les hommes peuvent témoigner, puisque je crois qu'ils sont très intéressés par le plaisir des femmes. Je crois. Hein, souvent. Les hétéros, en tout cas. Bon, on fait une petite pause et on se retrouve avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Flore Chéry et nous parlons de la sexualité des femmes. Je rappelle également que vous êtes avec Arthur Vernon, créateur de ce bar à fantasmes, le Sweet Paradise, qui est dans le 2e, et peut-être que cet été vous restez ouvert tout l'été. On reste ouvert tout l'été, donc vous pouvez nous voir. Et donc il y a des spectacles érotiques qui peuvent d'ailleurs stimuler les couples et stimuler pourquoi pas les femmes. Oui, surtout celles qui, vous en avez parlé, manquent un petit peu de confiance en elles ou en leur corps. Le Sweet Paradise, c'est la scène idéale pour pouvoir s'exhiber et tenter des choses un peu osées dans un espace assez confiné. On est 20 spectateurs, grand maximum.
Donc ça permet d'oser ce qu'on n'ose pas forcément faire dans sa chambre à coucher. Ça peut être un bon début. Vincent est avec nous. C'est curieux de commencer cette émission avec un homme, mais on est ravis de vous écouter, Vincent. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Flore. Bonjour Vincent. Voilà, je vous ai écouté depuis le début. Pour me présenter assez succinctement, je suis un homme de 43 ans, hétérosexuel et avec 3 enfants, 3 filles d'ailleurs. Donc entouré de femmes. Voilà, je suis entouré de femmes, effectivement. Et du coup, j'y pense aussi pour le futur. Alors justement, vos 3 filles, Vincent, en tant que papa, qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites tu es jolie, ou est-ce que vous leur dites tu es intelligente, ou qu'est-ce que vous leur dites? Non, j'essaie vraiment de leur dire, tu es jolie, mais aussi, on fait attention, bien sûr, mais on a déjà eu plusieurs fois le cas où, on voit il y a des postures qui leur font du bien, mais on leur dit c'est ça, il faut pas le faire en public. Ça, c'est dans ta chambre, en gros. Hein. Vous avez l'impression qu'elles ont besoin de séduire déjà, malgré, je sais pas quel âge elles ont, mais vous avez 43 ans, donc on imagine bien qu'elles sont pas encore. Elles sont pas très vieilles, on va dire, allez, pour simplifier, on va dire 4 ans, 8 ans et 10 ans. La plus grande, on sent que on commence à arriver à l'âge où justement on est dans la piscine, il y a un courant, on sent qu'il y a il y a des fois, elle dit ça fait du bien. Oui, voilà, c'est ça. C'est peut-être l'effet pommeau de douche, un peu ce style-là. Mais c'est intéressant votre témoignage, voyez, parce que je crois qu'il y a 30-40 ans, les petites filles, parce que là on est avec des petites filles, hein, elles n'avaient pas cette ouverture à leur corps, au plaisir au sens large du terme, hein, bien sûr. Tout à fait. Et après, on passait l'aspect des enfants, et j'ai fait une vasectomie il y a à peu près un an et demi. C'était, je me souviens effectivement de la date très précise, puisque c'était le 7 mars, et c'était la journée de la femme. Non, c'est le 8 mars. C'est la veille, mais c'est pas grave. Non, mais c'est bien de vous en souvenir, parce que voilà. Et moi, je voulais surtout témoigner par rapport à ça, et par rapport à ma compagne. On est depuis 15 ans. Parce que vous l'avez fait, vous l'avez fait pour elle, j'imagine. Alors oui, je l'ai fait pour elle, pour plus qu'elle ait elle c'était des stérilés à base de cuivre. On a décidé ensemble de ne plus avoir d'enfants. On en a eu 3, et pour nous c'était stop. Et je l'ai fait pour elle, pour plus qu'elle ait entre guillemets, ce calvaire de prendre soit la pilule ou de mettre un stérilet. Et en fait, mon ressenti, c'est maintenant j'en ai tous les bénéfices, quoi. C'est-à-dire que je retrouve ma femme comme au début. Plus libre, vous voulez dire? Ah oui, non, mais clairement, elle est beaucoup plus libre, et maintenant elle a beaucoup plus de désir que quand elle était sous stérilet au cuivre. Elle est beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'envie et beaucoup plus de relaxation. Malgré les 3 enfants, on arrive à se retrouver beaucoup plus souvent. Chose qui, quand il y avait encore cette méthode de contraception, c'était beaucoup plus aléatoire, on va dire. Hein.
Oui, donc ça illustre bien le changement de contraception qui fait que quand à la fois ça prend de la charge mentale et en même temps ça bouleverse l'équilibre hormonal, ça peut vraiment influer sur la libido des femmes et parfois négativement. Ou voire la stresser parce qu'elle n'est pas sûre à 100% de la technique de contraception qu'elle a choisie, donc elle se lance dans l'acte sexuel mais pas avec une sérénité d'esprit requise. Donc oui, c'est un bel exemple. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que vos filles ayant un petit peu grandi, surtout la dernière qui a passé le cap des 4 ans, ça n'avait pas aussi aidé à vous sentir un peu plus libre dans votre chambre à coucher? Non, mais c'est sûr. Après, là, on commence à voir, en gros, la première, celle qui a 10 ans, elle commence à avoir des formes qui commencent à apparaître, surtout au niveau des seins. Et en fait, même elle nous pose des questions. Elle nous dit, est-ce que c'est normal? Alors bon, je vous avoue que c'est plutôt ma compagne. Oui, ce qui est très bien d'ailleurs. Voilà, c'est plutôt ma compagne qui à qui elle vient se confier, c'est pas à moi directement, mais c'est ma compagne qui m'en fait aussi part. Et on sent qu'il y a une évolution là, tout doucement, et même vis-à-vis de ses sœurs, on sent qu'il y a un questionnement qui commence à poindre, oui. Ça commence, on sent tout doucement que ça commence à tourner, et que c'est plus pareil. Alors je vais pas dire que c'est de l'adolescence, mais ça commence tout doucement à grimper. Non, mais vous savez, 10 ans, elle va bientôt avoir ses règles, si ce n'est déjà fait. Hein. Non, pas encore. Mais c'est vraiment aujourd'hui, c'est très tôt, beaucoup plus tôt. Et puis on voit bien, les enfants sont beaucoup plus éveillés qu'ils ne l'étaient auparavant. Et votre femme, elle est à l'aise, avec ce genre de questionnement et ces nouvelles questions qui arrivent? Oui, on est là-dessus. On a toujours été. Il y a depuis quand même assez longtemps, on a mis en place des livres. Donc maintenant forcément elle sait lire, donc elle lit, et elle comprend. Des fois elle nous pose quelques questions et on sent que ça évolue, on sent que ça y est, ça. De toute façon, pour la première je parle. Hein, oui, bien sûr. L'autre, elle a 8 ans, on a encore le temps. Oui, voilà. Mais si elle pose des questions, de toute façon, c'est sûr qu'elle a confiance et qu'elle n'a pas de problème pour vous poser des questions. Donc ça, de toute façon, c'est déjà le signe qu'il y a une bonne communication entre les parents et les enfants. Donc vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Ce que je crois quand même, Vincent, et je tiens à le dire parce que ça peut aider certains couples qui nous écoutent. Je crois que le fait que vous ayez pratiquer cette vasectomie, c'est un vrai cadeau que vous lui faites aussi à votre femme. Et obligatoirement, les femmes sont très sensibles à ce genre d'attention de la part d'un homme. Donc je pense que ça a certainement aussi amélioré votre entente et votre sexualité. Ah non, mais ça c'est sûr que il y a eu une évolution. Moi je vois le avant et après vasectomie. Je l'ai fait après pour rassurer les hommes qui peuvent nous écouter. C'est sans douleur et c'est vraiment pas grand chose en fait finalement. Alors moi il n'y a pas eu de problème, et éventuellement il peut y avoir des vasectomies où il peut y avoir quelques soucis, mais c'est assez bénin comme opération. Non, mais tout à fait, bien sûr. Tout à fait. Moi ça a duré peut-être on va dire vraiment 20 minutes d'opération. Et vous rentrez, moi je suis rentré à 14h et je suis sorti, il était 19h. Mais demain, je suis avec Vincent Hupertan, qui est sexologue et urologue et qui en pratique beaucoup de vasectomie. C'est vrai que ça augmente le nombre d'hommes en France largement, et c'est très bien parce que dans votre cas, on voit bien qu'il y avait c'était une solution assez facile par rapport au fait que vous avez fait le choix d'arrêter d'avoir des enfants. C'est très bien. Non, mais et au-delà de ça, j'ai retrouvé ma femme comme au début en fait. C'est-à-dire qu'au début, on me dit, c'est tout feu tout flamme, on va dire. Il y a beaucoup de rapports. Ah oui, vraiment comme au début. Oh là là, mais vous êtes un vrai commercial pour la vasectomie, Vincent. On va avoir beaucoup d'hommes qui vont y réfléchir.
Mais si je peux être un commercial pour la vasectomie, effectivement, je trouve que pour moi, enfin en tout cas pour notre couple, après, oui, bien sûr, Ça j'entends. va être partout. Je dis pas que ça va être identique à tout le monde, mais en tout cas pour moi et pour nous. Ça a été vraiment un retour vraiment très bénéfique. Enfin, et même pour moi, hein, ça a été. Je vous avoue que pendant les 3 grossesses, ça n'a pas non plus été tout rose au niveau de la sexualité tout le temps. Et le fait d'avoir fait la vasectomie. Alors ça prend un petit peu de temps, il faut que je pense. Le soir même, on est tranquille, hein, ça. Oui, voilà, mais il faut que je pense que le corps de la femme aussi se déshabitue des hormones, du stérilet, du cuivre, machin. Enfin bon, bref. Mais au bout de 6-8 mois. En fait, j'ai retrouvé ma femme. Peut-être pas comme au début. On va pas exagérer, mais beaucoup plus que la normale. En tout cas, elle a retrouvé son désir, hein, si on entend bien. C'est ça la traduction. Son désir pour vous. Clairement, et en me le faisant comprendre, chose qui n'était pas. Elle n'était plus tout à fait là, oui, on comprend bien. Oui, voilà. Elle est revenue vers vous et avec montrant son désir. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que pendant les 3 enfants, les différentes grossesses, l'avant, l'après, il y a eu des moments où c'était un peu, creux, on va dire. Hein. Et puis là, on sent vraiment un regain où on sent que son corps, le naturel est revenu au galop, quoi, hein, tout simplement. Hein. Ben, super. Merci beaucoup, en tout cas, Vincent, de votre témoignage. On va faire une petite pause. Merci, on Vincent. revient avec nos projets amoureux à l'adolescence. C'est le Love Conseil du jour et avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Flore chérie, vous souvenez-vous des projets amoureux que vous aviez à l'adolescence ? Les projets amoureux que j'avais à l'adolescence, ils étaient flous. Hein. Je me laissais porter par le vent, je crois. Oui, mais on a tous des désirs. On avait tous des désirs, et c'est ça qui est intéressant, c'est de repenser, notamment aux héros ou aux héroïnes qui ont marqué votre adolescence, qui quelque part vous servaient de modèle. Moi, j'aimais beaucoup Zorro. Je ne sais pas si ça compte. Moi, j'aimais beaucoup son cheval, surtout. Mais bon, pas pour les mêmes raisons. Non, mais c'est important de se faire ce petit flashback, parce qu'on imagine bien que si on a fantasmé sur la vie amoureuse de Starlet dans Autant dans la porte le vent, c'est pas la même chose que si on a rêvé d'être la princesse Grace ou Mère Teresa. Hein, on est bien d'accord. On va pas avoir. Quant aux hommes, s'ils ont plutôt rêvé d'être Leonardo DiCaprio ou Rocco Siffredi, c'est pas tout à fait la même chose non plus. On est d'accord. Voilà. Alors, et donc, à la fois les gens, les acteurs ou les stars ou les personnages mythiques, puisque Zorro c'est un personnage mythique, qui vous ont fait fantasmer, Flore, c'est pas... à l'adolescence, je connaissais pas encore Rocco Siffredi, hein, c'est pour ça que mes parents me laissaient pas regarder ce genre Non, mais je veux dire, ça parlait donc de vos désirs au moment de l'adolescence. Oui, très certainement. Et c'est intéressant de voir si vous les regardez avec un peu d'humour ou un peu de mépris, ou si c'est toujours les mêmes, quoi. Et ça permet de bien comprendre comment on évolue dans sa libido, quoi. C'est intéressant. Non, mais si Zorro veut venir m'enlever, moi, il n'y a pas de souci. Je le conserve. Mais avec ou sans son masque ? Ah non, avec le masque. Ah non, c'est ça le sel de Zorro, c'est le masque. C'est le masque, évidemment. Et oui, mais bon, je crois que Zorro, ça reste un personnage mythique, quoi qu'il en soit. Hein. Même si tous les films sur Zorro n'ont pas toujours été très réussis. Hein. Très réussis. Moi, c'était qu'est-ce qui passait dans les années 90, une série comme ça avec Zorro, avec Antonio Banderas. Oui, c'est ça, oui, c'était Antonio Banderas. Oui. Non, je ne crois pas d'ailleurs. Non. C'était un autre acteur, plus ancien, dont le nom m'échappe, mais série très intéressante. Oui. Moi, j'étais fan d'Alain Delon, et le Zorro qu'il a fait, c'est un très mauvais film. Hein. Ah, comme quoi. Enfin, Florence, bonjour.
Oui, bonjour Brigitte et bonjour Flore chérie. Alors, vous vous souvenez du héros de votre adolescence, vous, Florence? Justement, j'étais en train d'écouter, là, ça m'a beaucoup plu. Alors moi, je lisais beaucoup quand j'étais une jeune fille, enfin petite fille, depuis très tôt. Et en fait, moi, je lisais des contes et légendes, beaucoup. Donc moi, c'était le Preux Chevalier, voilà, le Prince Charmant, c'était tout ça. J'attendais le Preux Chevalier qui allait venir, voilà, sur son beau destrier, m'enlever et puis, voilà, m'enlever vers une vie, je ne sais, voilà, qui est faite de choses, de très belles choses. Alors bien sûr, c'était, moi j'avais un imaginaire vraiment très 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 développé. C'est bien ça. À cette époque-là, mais qui m'a beaucoup sauvée aussi, enfin qui m'a sauvée parce que justement par rapport au sujet d'aujourd'hui, moi j'ai 62 ans aujourd'hui. Et bon anniversaire. Non, pas aujourd'hui, pardon. Non. En ce moment. Je dis pas non, en ce moment. J'ai 62 ans. Et en fait, comme j'ai vécu des relations très difficiles et une sexualité d'autant plus compliquée avec les hommes parce que j'ai subi des violences, des viols, voilà, des violences, des viols. J'ai été violée lorsque j'étais dans mon enfance. Et donc, si vous voulez, bon, ça en est suivi, bon, une relation forcément aux hommes qui a été compliquée, mais surtout une relation à mon corps que j'ai tout le temps détesté, enfin pendant de nombreuses années que j'ai détesté mon corps, d'autant plus que j'ai été formée très très jeune, enfin j'avais des formes féminines dès l'adolescence, donc j'attirais le regard des hommes et donc moi je m'en cachais parce que c'était terrible pour moi. Et en fait, aujourd'hui, je connais, j'ai apprivoisé ce corps, je l'ai connu, enfin je l'ai pas apprivoisé, j'ai appris à le connaître. Parce que j'ai d'abord appris à mieux me connaître moi-même, donc ce corps maintenant. Est-ce que vous l'aimez, votre corps, aujourd'hui? Oui. Ah, j'aime mon ça corps. c'est bien. Oui, j'aime mon corps. Et je l'ai accepté, voilà, alors que je l'ai longtemps détesté. Et ce qui est, et à partir de là, j'ai pu m'autoriser en fait à m'ouvrir en fait à l'amour, véritable, vrai, pas véritable, vrai. Et à la sexualité et à vivre tout ça pleinement avec la personne qui partage ma vie aujourd'hui et dont je partage la vie. Et ce qui est formidable, c'est que moi je suis ménopausée depuis 10 ans. Et donc ma sexualité avant, c'était de faire plaisir à l'homme. C'est-à-dire que moi, j'étais pas dans la sexualité, c'était pas mon plaisir, mon désir. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Et d'autant plus que ça, ce qui est formidable, enfin, c'est que j'ai pris une contraception moi pendant quasiment 40 ans. Une contraception orale, c'était épouvantable. Mais bon, je me suis dit, j'ai eu un cancer d'ailleurs qui est certainement lié à ça parce que j'ai un cancer du sein. Non, ça pour l'instant on n'a pas de preuves. Je peux pas. Bon après. C'est vrai. Après bon, moi je fais un lien, mais bon ou pas effectivement. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui je n'ai pas j'ai une ménopause qui s'est passée avec les affres de la ménopause, les bouffées de chaleur, etc. Mais par contre, je n'ai absolument pas de sécheresse vaginale. Ça, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus mouillée aujourd'hui que je ne l'étais avant, dans ma vie d'avant, en fait. Mais peut-être que votre sexualité va mieux et que du coup. Oui, c'est ça. Oui, vous avez, vous continuez à faire l'amour régulièrement. C'est ça. Et je découvre, en fait, avec lui, un univers, en fait, à la fois érotique que je ne soupçonnais pas, ou que peut-être j'ai soupçonné à un moment donné, mais que je ne m'autorisais pas à vivre, voilà, pour les raisons que je viens d'évoquer. Et en même temps, à travers des fantasmes et des jeux auxquels on s'adonne, lui et moi, mais et peut-être parce qu'on a aussi, ce qui est important aussi, c'est la confiance. On le vit pleinement parce que on se respecte nos moments et qu'on le fait parce que j'ai une confiance totale dans cet homme et lui également. Donc je peux m'ouvrir effectivement. Mais est-ce que c'est depuis que vous avez rencontré cet homme que vous avez cette sexualité? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la rencontre, c'est une rencontre qui a libéré beaucoup de choses et qui vous permet aujourd'hui de totalement vous épanouir. Est-ce que c'est l'homme qui vous a le plus sécurisé dans votre parcours? Avec qui vous... Non. Pas forcément. Alors, l'homme qui m'a le plus sécurisé, c'est le père de mes enfants, puisque j'ai été mariée pendant quelques années, enfin plusieurs années, plus de 20 ans.
Lui, il m'a sécurisé, il m'a apporté effectivement cette sécurité. Mais peut-être que si on met le mot confiance à la place de sécurité, peut-être que ça marchera là. Oui, je pense aussi. Je pense que c'est plus dans la confiance que nous nous accordons c'est ça, oui. mutuellement. Ah oui, et surtout le respect aussi. C'est assez important parce que moi je me. Vous savez, c'est un peu la même chose en sexualité. Oui, c'est vrai. Si on a confiance en soi, ça veut dire qu'on se respecte. Si on a confiance en l'autre, c'est parce qu'on sent bien qu'il nous respecte. Tout à fait. Et donc, c'est comme ça. Alors, il y en a qui mettent le mot consentement à la place. Alors, moi, consentement, c'est pas que ça me dérange. Non, mais je plaisantais, oui. Florence. Non, je pense qu'à partir du moment où je me respecte, je peux accepter, c'est-à-dire de vivre cette sexualité pleinement, dans l'affirmation de ce que je veux ou de ce que je ne veux pas. C'est-à-dire que je peux lui dire aujourd'hui, je peux dire voilà, et d'ailleurs on en parle beaucoup, enfin on en parle après, de se dire voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu as aimées, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas aimées, l'un et l'autre. Hein. Et justement, puisque vous parliez d'imaginaire, est-ce que vous imaginez entre deux rapports, par exemple, qu'est-ce qui pourrait vous faire, qu'est-ce que vous pourriez lui faire, est-ce que ça nourrit votre libido? Alors oui, enfin, je sais pas comment vous dire, oui, totalement, mais en même temps, on est dans un désir profond l'un de l'autre tout le temps, en fait. Ah, vous n'avez pas le temps d'imaginer entre deux rapports, c'est ça? Pas encore. Mais ça viendra. C'est-à-dire que... Parce que c'est ça qui marche bien pour les femmes aussi. C'est surtout que oui, là j'ai l'impression que vous avez un partenaire qui stimule énormément votre créativité, qui répond très bien en tout cas à votre imaginaire érotique, qui sommeillait peut-être en vous et que personne n'avait vraiment... compris, pris en charge, pris le temps. Là, j'ai l'impression que vous avez un partenaire qui est à votre écoute. Totalement. Et en fait, c'est cette puissance sexuelle, cet élan vraiment c'est un élan de vie que je sens en moi, cette énergie, oui. Je le sentais en moi, mais qui ne s'est jamais exprimé. Il est en train de s'exprimer. Donc, pour moi, c'est juste, ça n'est que du bonheur parce que je me sens puissante de ça aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous le dire. Parce que vous assumez peut-être mieux votre corps et votre plaisir, vous le comprenez peut-être mieux, et puis personne ne vous fait culpabiliser là-dessus. Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai. Et qu'en même temps, je suis à l'aube de la découverte, enfin de multiples découvertes de tout ce que peut engendrer la sexualité avec tout ce qui va avec les contacts. Mais c'est pour ça que c'est quelque chose d'assez. Oui, mais Florence, c'est pour ça que je parlais d'énergie, parce que à partir du moment où le corps peut recevoir la jouissance et libre, il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie qui circule beaucoup mieux. Tout à fait, c'est ça. Et là, c'est sans fin. Et en général, ça améliore énormément la santé. Totalement, c'est totalement ça. Profitez-en bien, Florence. Hein. C'est ce que je fais. Bon, écoutez, on n'est pas inquiet pour vous. Hein. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre accueil. Merci. Au revoir. On fait une petite pause et on continue à vous donner la parole, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300 avec Flore Chéri qui est avec nous. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Flore Chéri est avec nous et je rappelle que vous êtes l'autrice de ce livre, Le microscope dans la culotte, aux éditions Alizio. Vous abordez donc la question des jouets intimes dans ce livre. Et c'est vrai que ces derniers temps, c'est incroyable le nombre de nouveaux jouets. J'en ai encore vu un la semaine dernière, je crois, sur un spécial point G. Ça, c'est un petit peu la nouveauté quand même. Beaucoup de point G. Le point G, oui. Alors bon, sur les 10 dernières années, évidemment, la grande nouveauté, ça a été l'air pulsé, qui a été le plus grand succès commercial des 10 dernières années. Notamment, la marque la plus connue, c'est le Womanizer, mais toutes les technologies qui utilisent de l'air pulsé sur le clitoris fonctionnent plutôt bien.
peut y avoir de la recherche sur le point G. Aujourd'hui, en termes de vente, ça reste balbutiant. Tout comme les stimulateurs prostatiques du côté des hommes, c'est-à-dire cette stimulation assez fine, comme va faire le point G, c'est-à-dire qu'il y a une façon assez précise de stimuler la paroi, qui nécessite encore aujourd'hui, quand vous avez des stimulateurs de point G, de l'aide manuelle, c'est-à-dire c'est à nous de positionner correctement, de trouver les bons endroits. Bon, c'est pareil pour le plaisir prostatique, donc ça demande encore un effort de notre part ou de la part de notre partenaire pour trouver le bon endroit. Alors que maintenant, avec du stimulateur clitoridien externe, c'est vrai que ça va très vite. On le pose, ça fait tout de suite son travail. On n'a pas besoin de faire un travail d'exploration intense avant d'avoir du plaisir. C'est plus vrai pour le point G et le plaisir prostatique. Et je crois que c'est Karine qui nous rejoint. Bonjour Karine. Bonjour à vous. À vous deux d'ailleurs. Bonjour Karine. Merci d'être avec nous. Je vous en prie, avec plaisir. On est en train d'écouter justement religieusement parce que nous on a besoin de conseils aussi. Alors, on fait bien. Eh bien, justement, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Alors, nous, on a un souci de... Alors, ça fait 3 ans qu'on pratique... Bon, et 2 ans et demi qu'on est ensemble, mais on se connaît depuis 30 ans en tant qu'amis. Et on ne sait pas si c'est ça qui a joué ou pas. Mais on est assez... on est timide comme des ados. Alors qu'on a 50 ans passés chacun. Hein. Et c'est comme... Et donc, du coup, on cherche parce que des conseils ou des tips en fait. Alors c'est possible que le fait que vous vous connaissiez très très bien crée une petite gêne, comme si vous étiez un peu de la même famille. Enfin, ça vous êtes d'accord, hein, oui, il y a un petit côté frère-sœur fraternel. Ça s'est construit sur de la solidarité, de la camaraderie à la base, votre relation certainement. Oui, tout à fait, avec une grande confiance et beaucoup de similitudes. Mais c'est pas forcément ce qui développe l'excitation et le désir au départ. Souvent, on se jette l'un sur l'autre dans une sorte de soif du corps de l'autre. Et chez vous, c'est peut-être un peu. Mais là, en l'occurrence, oui, je pense qu'il faut un petit peu vous donner des rendez-vous câlins avec. Peut-être des objectifs. Il faut pas hésiter à ce moment-là à scénariser votre sexualité, je crois. Alors là, effectivement. Alors, au tout début de notre relation, on était frénétiques, hein, aussi bien l'un que l'autre. Donc, on était célibataires depuis quelques temps et quelques années. Peut-être que ça a joué du côté désir intense. Et c'est vrai qu'au bout d'1 an et demi à peu près, ça s'est calmé légèrement. Et là, maintenant, on est au point, donc, je vous disais, presque de timidité, quoi, comme si on avait une fausse pudeur qui était installée. Et on a débuté une chose sur l'érotisme, parce que sexuel, je trouve que c'est assez clinique, ce dont on en discutait hier. Et du coup, je préfère le côté érotique qui suscite plus le désir. Donc, on a listé, on tente de faire une liste chacun de ce qui nous érotise, en fait. Alors, on avait dit, nous, par exemple, il y avait un certain regard qui m'adressait, et ça, c'était très érotisant pour moi, et inversement. Donc, oui, alors les scénarios aussi, mais et se donner rendez-vous. Donc, ça aussi, on y avait pensé, mais on n'est pas encore passé à ce stade. Non, on n'a pas alors, vous parlez du regard qui vous excite. Oui. Il pourrait très bien, vous êtes par exemple allongé sur le lit avec une tenue légèrement sexy, il vous regarde et il décrit votre corps et ce qu'il ressent. Et ça peut très très bien fonctionner. Ah oui. Alors là, il va falloir qu'il apprenne à dire ce qu'il ressent, surtout. C'est pas facile pour lui de parler. Oui, mais alors à ce moment-là, il peut vous décrire simplement. Voilà, tout simplement, ouais. Je vois tes seins enfin, tu voyez, et ça devrait vous exciter, d'après ce que vous dites. Ah oui, parce qu'on est très attirés, on a beaucoup de désir l'un pour l'autre. Il peut vous prendre en photo, par exemple, aussi. Oui. Pas très photo, mais bon... Non, mais comme s'il vous prenait en photo, parce que quand je parlais de scénarii, c'est ça, c'est-à-dire que vous êtes mannequin, il vous prend en photo, vous prenez des poses un peu lascives, vous, ça devrait vous exciter, et puis lui, comme il a l'appareil photo, les photographes sont jamais très bavards, hein, de toute façon, Flore Chéri, vous avez remarqué. Hein. Ils parlent avec leur objectif, oui. C'est vrai, j'avais pas pensé ça, on va essayer ça.
Ça, et on a aussi un ou deux gadgets, mais franchement, là, pour l'instant, on n'est pas tenté, quoi. Mais je pense que vous aviez donné le bon conseil dès le départ, Brigitte, c'est-à-dire que le rendez-vous, c'est un peu compliqué, contraignant au départ, faut se forcer, faut le noter dans l'agenda, faut prendre du temps pour, on se dit mais à quoi bon, à quoi ça sert, et finalement c'est très important parce que ça va recréer quelque chose qui manque peut-être là actuellement, qui est l'attente, l'attention, le désir, et puis recréer un petit espace de mystère. C'est-à-dire que le rendez-vous, alors peut-être il peut se dérouler selon des suggestions de scénario de Brigitte, mais il peut aussi rester très mystérieux. Vous lui dites, écoute, tu gères pendant 2 heures, je ne sais pas ce que tu vas me faire, mais je veux que ça soit le sexuel, je veux que ça soit excitant, je veux que ça respecte la liste des trucs érotiques que je t'ai envoyés, et puis vous savez pas trop ce qui va se passer. Et là, vous créez une petite bulle de danger, de voilà, surprise, et c'est peut-être ça finalement qui vous manque. Oui, peut-être, oui, parce qu'on a cherché longtemps tous les deux, et je dis, mais bon sang, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors que, normalement, avec d'autres partenaires, il n'y avait pas du tout, il n'y a jamais eu de ce genre de retenue. Mais c'est ce qu'il faut vraiment comprendre. C'est-à-dire que là, on a entendu tout à l'heure Florence, ils viennent de se rencontrer, ils sont en pleine découverte, il y a certainement une très très bonne alchimie sexuelle, et on leur souhaite que ça dure longtemps, mais ça ne durera pas 20 ans. Voyez, et vous avez eu au début du désir de faire l'amour ensemble, ça a donc fonctionné très très bien, et puis à un moment donné ça s'apaise, ça c'est normal. Et c'est à ce moment-là qu'il faut... alors, il y a plusieurs solutions. Elles sont multiples, d'ailleurs, les solutions pour entretenir le désir et entretenir la sexualité. Mais ça demande, ça demande un petit peu ça demande du travail. Parce que si on attend que ce soit à nouveau les petits papillons dans le ventre, on les a toujours. Mais on est tous les deux d'accord avec vous, et c'est clair que ça s'entretient. Si on laisse courir, ça va pas durer éternellement, l'histoire. Hein. Et ce qui est bien, c'est que votre partenaire a l'air aussi engagé et motivé pour vous retrouver sur ce territoire-là. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais en effet, ne pas culpabiliser en se disant c'est normal qu'il y a une transition dans la relation et que ça rebascule peut-être sur ce que vous connaissiez avant, c'est-à-dire être meilleur ami. C'est normal, et puis c'est aussi une très belle relation de complicité, mais en même temps se dire ça nécessite des efforts, et ça c'est pour tout le monde, hein. C'est vraiment tout le monde pareil. Alors après, il y a des personnes qui sont plus dans la pulsion, qui sont plus dans l'immédiateté, et qui donc très vite sont excitées. Et puis il y a des personnes, certainement comme votre ami et comme vous, qui sont peut-être plus cérébraux, ou etc. Tous les deux, c'est vrai. Bon, et donc à ce moment-là, il faut accepter de se mettre ensemble sur un lit, et de commencer tout doucement à se caresser, et le plaisir vient. Et à ce moment-là, c'est le plaisir qui va amener à la jouissance, et pas le désir. Vous comprenez ce que... Oui, c'est une grande nuance, mais c'est une nuance essentielle. Mais si vous commencez avec quelque chose de pas spécialement excitant, mais pas désagréable, c'est pas désagréable de se caresser, vous allez arriver tous les deux à l'orgasme, et donc le rapport sexuel sera réussi. Il y aura eu du plaisir, de la jouissance, et donc la prochaine fois vous pourrez vous remettre à vous caresser, etc., etc. Alors ça paraît fou, parce que on croit que la sexualité, il faut forcément être dans un désir, une attraction vis-à-vis de l'autre. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont qui ont besoin de cette phase, de ce sas de décompression, si je puis dire, pour. Vous voyez. Et c'est vraiment pas grave. Parce que la seule chose qui est essentielle, c'est qu'il faut que tous les deux, à l'arrivée, vous ayez eu du plaisir, de la jouissance. Voilà. S'il y en a un des deux qui n'a rien reçu à l'arrivée, ou même qui a eu mal, ça marchera pas. Non, c'est évident, oui, ça c'est sûr. Et étonnamment, le matin, au réveil, c'est moi qui suis plus désireuse que lui. Et là, du coup, on réfléchit pas. Mais je crois qu'il y a aussi la notion de lâcher prise. Et ça, c'est pas évident.
évident. Mais on a tous un biorhythme sexuel aussi. Hein. On parle de l'heure à laquelle on a besoin d'aller se coucher, de l'heure à laquelle on se réveille naturellement. Et puis il y a des heures où on est plus actif sexuellement que d'autres. Hein. Bah oui. Alors lui, non, pas le matin, mais moi, oui. Ah, c'est embêtant. Forcément. Il s'y plie volontiers. Hein. Mais c'est pas la même. Là, il n'y a pas de recherche cérébrale, par exemple. Là, c'est pulsionnel, oui. C'est ça. Les biorhythmes, c'est plus pulsionnel. Donc c'est bizarre. Donc du coup, alors quand on veut quelque chose de vraiment tous les deux, de vraiment intime, etc. Bon, là, c'est presque des rendez-vous manqués parce qu'on est en décalage. Quand lui est plus présent, bah moi je ne les plus pas. Et quand je suis présente, c'est pour ça que la notion de rendez-vous, et j'y reviens, est importante. Oui. C'est parce que ça vous permet de vous anticiper votre désir et de moins vous dire, tiens, je vous laisse ce matin. Puis comme vous êtes resté sur votre frustration, finalement, le soir, vous avez plus du tout envie, parce que voilà, vous, c'était le matin. Et quand vous avez un horaire très précis, ça vous permet de mieux anticiper, de mieux vous calibrer sur le rythme de votre partenaire. Ouais, ça, on va essayer, je pense. Dès ce soir. Pardon. Rendez-vous d'abord. Rendez-vous ce soir. Rendez-vous ce soir. Oui, et Flore a raison, le fait que vous fixiez des rendez-vous, il y a l'imaginaire qui va fonctionner. Vous allez pouvoir anticiper. Et le désir est une anticipation du plaisir. Plus on a eu du désir qui n'est pas de l'ordre sexuel, qui est juste un désir fantasmé, plus vous aurez des chances que le plaisir soit au rendez-vous. Oh oui, on en est sûr, on est très sensuels tous les deux, donc mais c'est pas possible. On va faire ça. Je prends rendez-vous de suite, je l'appelle là. Très bien. Bon, écoutez, on est ravis pour vous. Vous nous raconterez. Je vous en prie, Karine, merci. Merci, Karine. Flore chérie, on va continuer évidemment à donner des conseils, mais c'est vrai que dès qu'on est un peu cérébral, forcément, la tête prend un peu trop le contrôle sur le corps. Il y a des êtres qui sont plus dans leur corps et qui vont être moins dans la tête. Ouais. Ouais, c'est le plus difficile, ça, de basculer de ce monde très cérébral au corps. Et puis ça dépend aussi des personnes. Quand on est dans des grandes villes et qu'on a des rythmes très intenses, c'est vrai qu'on est toujours dans notre tête et parfois c'est très difficile de trouver du temps pour se reconnecter à son corps, pour l'écouter, pour écouter ses besoins. Déjà ses besoins en termes de repos et puis après ses besoins en termes sexuels. Et oui, alors j'ai une petite devinette et puis après on laisse la place aux infos et on revient bien sûr sur la sexualité féminine. Alors j'ai peu de force mais j'ai beaucoup de pouvoir. Néanmoins, si mon maître part, il ne doit pas m'oublier. Je suis de genre féminin, qui suis-je ? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Sud Radio, votre avis fait la différence. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Flore chérie est avec nous, vous êtes journaliste, vous travaillez également à union.fr et vous vous occupez également de ce bar à fantasmes, le Sweet Paradise, qui est dans le 2e et qui est ouvert tout l'été. Donc si vous avez envie de renouer un petit peu avec votre libido, ça peut être une bonne manière d'y aller en couple, la plupart du temps d'ailleurs. Oui. Et puis, vous êtes également autrice de ce livre, Le microscope dans la culotte, aux éditions Alizio, dans lequel vous parlez de toutes les découvertes, les avancées sur le plan sexuel, et il y en a. Alors, vous avez peut-être trouvé la réponse à ma devinette. J'ai peu de force, mais beaucoup de pouvoir. Si mon maître part, néanmoins, il ne doit pas m'oublier. Je suis de genre féminin, qui suis-je ? Je pensais à la pensée ou la mémoire, quelque chose dans le cerveau. Non, c'est la clé. Ah, la clé, peu de force, beaucoup de pouvoir. Oui, ça dépend des serrures, d'accord. C'est quand même généralement pas un objet très 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 lourd et très très fort. Et si mon maître m'oublie, ça va pas très bien, hein. Surtout en ce moment, au début des vacances, avec. Oui, tout le monde qui fait son sac, faut penser à prendre ses clés avant de partir. Voilà. Bonjour Yves. Bonjour. Merci d'être avec nous, Yves. On a perdu Yves. Que se passe-t-il ?
Bon, on va essayer de le retrouver. C'est comme on dit, les aléas du direct. Donc, je ne sais pas de quoi il voulait me parler. Ça y est, vous êtes avec nous, Yves ? Oui, je suis avec vous. Bon, eh bien, essayez d'y rester. Oui, il y a eu un problème de ligne. Bon, on vous écoute, allez-y. Eh bien, donc, je voulais réagir à l'émission puisque nous sommes en couple depuis un certain temps, même longtemps. Et donc, comment faire pour raviver la flamme? Et puisque moi, je suis une personne qui a beaucoup de libido et qui suis très très ouvert à plein de choses. Et ma compagne, elle, le fait avec plaisir, mais n'a pas d'envie à ce niveau-là, que ce soit une soirée coquine, que ce soit les sextoys. Donc j'aimerais savoir comment pourrait-on faire alors qu'elle est très réceptive au rapport. Hein. Donc, mais il y a ce manque de raviver la flamme lorsqu'on est en couple depuis très longtemps, quoi. Parce que qu'est-ce qui vous gêne exactement? C'est que ce soit routinier? Exactement. C'est la monotonie. Là où vous voudrez de la diversité, mais votre partenaire, est-ce elle se satisfait de cette routine? Est-ce que ça lui va? Ou est-ce qu'elle s'en plaint? Oui, ça lui va. Et moi, ça ne me va pas du tout. On en parle, hein, mais c'est quand même un sujet tabou, pas tabou. Elle a beaucoup de mal à parler. Elle est assez introvertie, mais donc. Oui, mais Yves, il y a une règle en psychologie, c'est que quand quelqu'un n'a pas envie de parler de quelque chose, plus on lui en parle, plus vous la fermez et plus ça s'éloigne. Donc déjà, il faut arrêter de lui parler de vos fantasmes, de tout ce que vous auriez envie de lui faire et toutes les fantaisies qui vous passent par la tête. Déjà. Tout à fait, oui. Parce que plus vous lui en parlez, plus elle se ferme. Ça, c'est évident. En revanche, rien ne vous empêche pendant l'acte d'introduire des petites choses. C'est toujours moi qui fais. Ah ça, oui, ce sera toujours vous. Vous avez envie de vous sentir désiré, de vous sentir qu'elle ait d'autres envies sur vous? Oui, voilà, c'est ça qui vous manque. Oui, c'est ça qui me manque, oui. Oui, mais vous croyez pas que vous êtes un peu exigeant, Yves? Il y a plein d'hommes qui nous écoutent là et qui se disent, mais enfin quand même, chaque fois qu'il a envie, elle est là, elle est d'accord, elle fait l'amour, et il est pas content. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux, on est complètement d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que en 30 ans de vie commune, c'est alors il y a parfois il y a une possibilité, mais je suis pas sûre que vous êtes apte à essayer le truc. Ce serait de ne plus du tout lui faire l'amour pendant quelque temps et voir si elle vient vers vous. Ah, j'avais pensé à ça à un moment donné. Mais vous risquez peut-être d'attendre un an ou deux. Hein. Faut vous mettre une deadline peut-être. Oui, voilà. Non, mais donc il y a pas grand-chose à faire, quoi, parce que justement, c'est comme on dit, c'est si elle refusait que ça serait plus compliqué. Mais l'envie est là, mais c'est toujours moi qui ai toujours tout fait au niveau de raviver la flamme. Bah, écoutez, excusez-moi, mais c'est super reposant pour elle. Pourquoi elle va se fatiguer alors que vous vous fatiguez pour deux? Vous avez raison, Brigitte, oui. Ça doit être ça. Ben oui, donc le pli est pris. Hein. Moi, je vois pas trop. Flore, vous avez oui, non, mais c'est une très bonne remarque. C'est-à-dire que vous pouvez tester, alors dans un délai raisonnable peut-être, de vous dire pendant un mois, je ne fais rien. Et là, vous avez la réponse claire sur son niveau à elle de désir pour vous. C'est-à-dire que est-ce qu'elle va venir vous chercher sexuellement ou alors est-ce qu'elle va être finalement contente et soulagée que vous la sollicitiez pas pendant un mois? Ça va révéler quelque chose et puis pourquoi pas après avoir une discussion ou pas d'ailleurs à ce sujet. Mais et si jamais elle vous pose la question, mais tu as plus envie de moi ou je ne sais quoi, vous lui répondez, mais je suis fatiguée de toujours prendre les initiatives. Vous voyez? Oui. Vous lui dites la vérité, hein. Donc je me repose. Le problème, c'est que j'ai déjà dit ce genre de choses. Par contre, oui, je me suis pas abstenue pendant un mois. Mais j'ai déjà dit que j'étais fatiguée de toujours provoquer les choses
Mais comme vous dites, c'est un détail, comme on dit, quand on a la chance d'avoir une femme qui est... Et est-ce que par ailleurs, elle se plaint d'autres choses dans la relation qui pourraient, pour elle, ternir son désir? Par exemple, si elle gère beaucoup d'intendance à la maison, ça peut être le cas, ou si elle a des problèmes dans sa vie professionnelle qui peuvent l'empêcher en fait d'avoir un désir de façon générale. Est-ce qu'elle se plaint de quelque chose? Non. Vous avez une épouse modèle, Yves. Oui. Enfin, franchement. Oui, elle se plaint pas. Là, on a le quotidien de tous les jours, que ce soit elle ou moi, mais elle ne se plaint pas de son quotidien. Non, moi, sincèrement, Yves, je pense que votre couple va bien. Elle vous aime certainement encore beaucoup. Elle est toujours disponible parce qu'elle a toujours du plaisir à faire l'amour avec vous. Voilà, maintenant, je comprends tout à fait votre demande, mais on peut pas tout avoir. Bien, ok. Et je vais même aller plus loin. Vous l'avez pas choisi par hasard non plus. Vous avez eu envie d'être le Pygmalion sexuel de cette femme. Vous auriez pas du tout eu envie d'avoir une femme très libérée, très sexuellement active. Ça vous aurait fait perdre tous vos moyens. Peut-être bien, c'est intéressant ce que vous dites, oui, je n'y avais pas pensé, mais pourquoi pas, oui, tout à fait, pourquoi pas. Donc, l'inconvénient, c'est qu'en effet, c'est vous qui êtes tout le temps le metteur en scène. Oui, c'est ça, c'est le terme exact, le metteur en scène, oui, tout à fait. Oui. Bon, je vais écouter vos conseils. Je crois. Eh oui, et je vous en remercie. Continuez vos émissions. Merci, vos en tout émissions. cas. Merci. Merci à votre invité, merci Flore, merci Brigitte. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Si vous avez des conseils à donner à Yves, surtout n'hésitez pas, il sera preneur, je crois. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Nous sommes toujours avec Flore Chéry et on parle de la sexualité des femmes qui quand même, soyons positifs, ça évolue bien. Ça évolue dans le bon sens, oui. Faut quand même le dire. Ouais. Même s'il y a encore beaucoup de femmes qui ont parfois du mal, mais on est quand même... Par exemple, les chiffres sur la masturbation féminine. Gros boom depuis les années 70. On a énormément évolué. Aujourd'hui, on est presque à 3/4 des femmes qui assument se masturber régulièrement. Bon, au moins, c'est déjà masturbé. Et les chiffres, je crois, étaient à 30% dans les années 70, quelque chose comme ça. Et le nombre de partenaires aussi. Ah oui. Elle rattrape les hommes. C'est plus un ou deux partenaires. Je crois que c'était 3 il y a 40 ou 50 ans. Et on en est à 7 ou 8. 7 ou 8, oui, exactement, dans la moyenne nationale. Bon, après, il faut aussi le lier à l'espérance de l'âge moyen qui a augmenté du côté des femmes. En bonne santé. On vit plus longtemps en bonne santé. En mauvaise santé, on n'a plus beaucoup d'amants, Flore Chéry, je crois pas. Dans les EHPAD, je suis pas sûre que ça baisse beaucoup. C'est pour ça que je dis, il y a l'âge qui a augmenté, mais surtout l'âge de pleine forme. Et puis, il y a l'effet grande ville et les nouvelles technologies qui fait qu'on peut rencontrer plus facilement plus de partenaires, alors que quand on était dans un village, c'était peut-être plus difficile. Hélène est avec nous et vous voulez revenir sur les jouets, je crois. Bonjour Hélène. Bonjour Brigitte, bonjour docteur Chéry. Bonjour Hélène. Merci de me recevoir sur l'antenne. Oui, je disais que j'avais un certain âge, un âge certain, et je n'ai pas connu à l'époque cette liberté que les femmes ont aujourd'hui. Et ça va dans le bon sens, parce que c'est cette forme de masturbation, apprendre à nous connaître. Bien sûr, bien sûr. Voilà, et après deux femmes résignées dans un couple à mettre au monde des enfants et à subir les bons vouloirs des maris. Le devoir conjugal, pour tout simplement. Voilà, mais qui n'est pas forcément à l'écoute quand on est fatigué ou qu'on a un problème. Mais au fur et à mesure, comme vous disiez, les relations différentes de partenaires, j'en suis arrivée aujourd'hui je pense à le stade. Voilà. C'est-à-dire que le compagnon, il est beau pour beaucoup dans notre découverte aussi, nous les femmes. D'accord. Donc aujourd'hui, votre épanouissement, il est plus dans le plaisir solitaire que dans celui avec un homme, c'est ça ? Non, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs relations, pas énormément, mais au fur et à mesure de mes relations,
en fait, mes compagnons étaient plus attentionnés. Peut-être parce que justement la sexualité a évolué de part et d'autre. Et puis peut-être que vous avez appris à vous connaître et donc à faire des choix qui correspondaient à vos désirs. Et puis on m'a guidé aussi, parce que voilà, on vous guide aussi, le partenaire, c'est comme une danse, une valse, si vous savez pas danser. Bien si sûr. vous avez un partenaire qui sait danser, vous dansez n'importe quelle danse. C'est un petit peu pareil. Voilà, donc je trouve que l'évolution de la sexualité, on peut en parler un peu plus aisément, et votre émission est formidable pour cela. Je vous remercie de nous apporter cette simplicité et cette approche qui en fait est importante, parce que mais vous savez, Hélène, votre témoignage me fait penser à quelque chose d'essentiel, et vous allez me dire si je me trompe, mais quand même, je pense que le fait que vous ayez d'abord eu un partenaire peut-être avec lequel ça correspondait moins bien, puis un autre avec qui ça va mieux, et puis un autre encore avec qui ça va mieux, eh bien il y a quelque chose qui se passe en vous, dans votre corps, dans votre épanouissement, et du coup vous attirez forcément un homme qui aime vraiment la femme, et vous finissez par être avec un amant qui vous convient bien, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'évolution de votre féminité, de votre sensualité qui a dû faire que vous avez attiré des hommes qui sont plus aptes à satisfaire une femme. Oui, je pense que mon attitude effectivement changeait au fur et à mesure, et j'avais un petit peu si on peut appeler ça des fantasmes, mais et puis un jour j'ai utilisé un jouet. Après je me suis retrouvée dans une période toute seule, et j'ai continué, puisque ça s'entretient un petit peu aussi. Et avec la ménopause, je suis passée à travers, si vous voulez, tous les problèmes qu'engendre une ménopause auprès d'une femme. Et finalement, je suis pas au summum, mais voilà, je suis très bien. Vous êtes libre, vous êtes une femme libre dans son corps et dans son plaisir. Mais voyez, votre témoignage est vraiment important, parce qu'on voit bien que ce témoignage-là, on n'aurait pas pu l'avoir il y a 40 ans. On parle quand même beaucoup maintenant de sexualité, on parle aux femmes, on dédramatise, tout ça est très très important. Et est-ce que vous trouvez que vous communiquez plus facilement aussi auprès de vos partenaires? Parce qu'il y a une liberté. Oui, parce qu'ils m'ont, si vous voulez, il y en a un parmi qui a tout commencé chez moi. Voilà, on a beaucoup parlé, et il m'a libérée. Et pour ça, je suis tombée j'ai eu l'occasion d'avoir un bon amant, ça n'a pas été un compagnon, mais ça a été un bon amant, qui effectivement aime les femmes et qui est à l'écoute. Et de ce fait, j'ai écouté et j'ai regardé. Après j'ai vécu des choses qui m'ont complètement modifié, qui ont complètement modifié mon approche, si vous voulez, de ma relation sexuelle. Et avec vos émissions, je reviens un petit peu là-dessus. Avec vos émissions, ça m'a permis effectivement de pouvoir en parler, comme vous en parlez, vous, avec sans a priori, ou sans regret, ou sans aucune culpabilité sur le sujet de la sexualité. Oui, bien sûr, parce que pour moi, c'est quelque chose de tellement, j'allais dire, j'ai dû tomber dedans quand j'étais petite, comme disait Obélix, mais c'est vrai que pour moi, il n'y a pas de mots. Mais vous savez, Hélène, je me souviens quand j'ai commencé cette émission, c'était donc en 2001. Il y avait quand une femme appelait pour parler du cunnilingus, elle accrochait le mot, elle savait pas le dire. Ah oui. Vous voyez, c'est des mots qui sont rentrés dans le langage courant. Alors c'est vrai que c'est pas un mot très. C'est plus facile de parler de fellation que de cunnilingus, mais il y a des mots qui étaient. Les gens accrochaient sur les mots ou ne savaient pas exactement quel mot utiliser, tandis que là, maintenant, j'ai l'impression que les mots. Déjà, les mots sont rentrés dans le vocabulaire courant, et au-delà de ça, il y en a de plus en plus. Le lexique autour de la sexualité s'est énormément enrichi sur ces 20 dernières années. Ce qui nous donne des autorisations, comme vous, Hélène, très certainement, de mieux communiquer, mieux parler,
de vous sentir peut-être aussi libre que Brigitte pour exprimer certains désirs ou certains fantasmes auprès de vos partenaires. Et puis de pouvoir mieux nommer ce que vous avez à la fois en tête dans vos fantasmes et puis aussi ce que vous ressentez dans votre corps. Parce qu'on est des êtres de langage, et quand les mots existent et que les mots on les dit, on les entend, ça nous libère. Hein. Tout à fait. Et puis qu'on ne tombe pas dans la vulgarité. Parce qu'au début, il y a quelques années de cela, si vous parliez de ce terme, de tous ces termes, et puis après, il faut savoir les interpréter. Je veux dire que nous, les femmes, il faut quand même qu'on s'intéresse à notre corps, à notre anatomie. Oui, mais regardez, le clitoris, c'est un mot qui est rentré dans le langage courant. Je pense qu'il y a 20 ans, si on entendait le mot clitoris, on était quand même un petit peu étonné. Enfin, choqué peut-être pas, mais... Oui, ça grinçait. C'est un mot qui grinçait. Oui, c'est un mot qui choquait, qui faisait grincer. Aujourd'hui, oui, il est presque clinique, ce mot clitoris. On l'utilise très facilement. Aujourd'hui, on sait comment il est fait. On sait comment il est composé. Bien sûr, et ça aussi, ça aide, parce que le fait de le visualiser, ça permet de mieux comprendre son corps, bien sûr. Tout à fait. Et après, vous reliez ça avec une relation, et il y a tout qui concorde. Voilà, Et exactement, la tête, le corps, les émotions, tout concorde, et hop, ça fait une explosion. C'est ça. Je vous remercie pour nous aussi. Merci Hélène. Et continuez Hélène, continuez. Prenez soin de vous et bonne chance à toutes les femmes. Merci beaucoup. Tiens, on va parler de l'amour sonore en sexo-conseil, justement, puisqu'on vient de parler des mots. Et puis, bien sûr, on vous retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors, l'amour sonore, Flore chérie, on le sait, les hommes adorent entendre les femmes crier leur jouissance. Et puis, pourtant, il y a aussi des bruits qui peuvent gêner, notamment les bruits que font parfois le vagin, simplement parce qu'il y a un peu d'air qui est rentré et qui fait donc des bruits particuliers. Et là, il suffit de mettre un peu de lubrifiant, de salive ou de changer de position, et ça va tout de suite limiter les bruits. En revanche, il y a des femmes qui sont gênées à l'idée de crier, qui se retiennent. Et ça, c'est très embêtant, parce que si on se retient, du coup, on n'est plus dans ce qu'on appelle le lâcher-prise. On contrôle un peu quelque chose, et ça contrôle aussi le plaisir. Donc, il faut bien savoir que si on a besoin de crier, c'est dommage de s'en empêcher. Il faut le faire. Voilà. Sauf s'il y a des gens à côté et qu'on le fait consciemment pour pas se faire repérer. Si on est dans la chambre de belle-maman, voilà. C'est un petit peu embêtant. Alors, il y a toujours la solution de mettre de la musique assez fort, qui va un peu masquer les bruits, et puis sinon je dis toujours qu'on peut mettre la tête dans l'oreiller, ça étouffe aussi bien les bruits. Il faut pas s'asphyxier, c'est bien sûr. Donc c'est trouver c'est pas anodin, et c'est peut-être même aussi une chose dont parlent peu les couples, mais est-ce qu'on aime entendre les gémissements, les soupirs, est-ce qu'on en est gêné? Il y a des hommes qui ont besoin de parler, et ça dérange parfois les femmes parce qu'ils ont besoin de dire des mots qui sont parfois un peu crus. Enfin, tout ça devrait se discuter un tout petit peu, ou en tout cas en parler s'il y a quelque chose qui gêne. Oui, mais je pense que vous avez raison. Après, ça se fait un peu naturellement, c'est-à-dire qu'un gémissement peut provoquer une surattention de l'autre partenaire, et puis un mot cru, à l'inverse, peut provoquer un froid. Donc, souvent, ça se fait naturellement. Il faut donc, s'il y a quelque chose qui vous gêne, en parler. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Flore. Bonjour Sophie. Bonjour, oui, alors je voulais rebondir sur l'expression de Brigitte tout à l'heure. Vous avez dit que vous avez l'impression d'être tombée dans la sexualité étant petite, comme Obélix. C'est un petit peu mon cas, c'est l'impression que j'ai, parce que j'ai été victime d'inceste quand j'étais petite, mais curieusement, alors ça a eu des impacts très destructeurs sur certains aspects de ma personnalité, mais pas sur la sexualité. Donc j'ai l'impression de ne pas avoir de pudeur, dans le sens où je suis très à l'aise avec mon corps, je peux être toute nue devant n'importe qui, ça me gêne pas du tout. Ça veut pas dire que je cherche les occasions de gêner les gens. Mais vous savez Sophie,
et merci de votre témoignage. Mais sur la question des abus, alors il y a des règles, on a tendance à, mais ça dépend tellement des individus. Donc il faut bien toujours respecter ce que dit la personne en question, et donc vous, Sophie. Absolument. Oui, je sais bien que ça n'est pas une règle et ça ne rend pas l'inceste souhaitable, hein, bien sûr. Mais disons que je suis contente que pour moi ça soit passé comme ça, parce que ça m'a permis de profiter de cet aspect de la vie, disons. En revanche, j'en ai pas profité dans mes jeunes années parce que je faisais des choix absolument terribles. Et enfin, depuis une quinzaine d'années maintenant, je suis avec un conjoint que j'adore, et puis j'ai été mariée auparavant avec un homme qui était très bien. Mais je dirais que pour avoir une sexualité épanouie, il faut vraiment, vraiment bien se connaître soi-même, savoir quelles sont ses limites, quelles sont ses envies, pas avoir peur de parler de ses envies. Et ça n'est pas évident. Et il faut choisir le bon conjoint pour ça, parce que je sais que la personne avec laquelle j'étais avant, je sais que lui avait beaucoup de fantasmes, mais il était très gêné quand moi je lui parlais de mes fantasmes. Eh oui. Donc oui. Ça marche. Mais ça dépend. Alors ça dépend des femmes. Vous voyez, j'entends bien que vous savez exactement ce que vous voulez. Vous avez même certainement des fantasmes qui demandent donc des pratiques un peu plus particulières peut-être. Oui. Et donc il faut forcément que vous trouviez un compagnon qui s'adapte à ça. Hein, on est d'accord. En revanche, il y a quand même beaucoup de femmes qui sont très malléable par rapport à l'homme qu'elle rencontre. Donc ça dépend de chacun. Mais ce qui est important, évidemment, et là où vous avez 100% raison, c'est qu'il faut se connaître. Si on est une femme qui finalement est très dans le désir de l'autre et qui de toute façon, du moment qu'elle est bien avec son compagnon, elle accepte la sexualité que le compagnon a envie de lui proposer, tout va bien. Mais quand on a, comme vous, peut-être des envies peut-être plus, je sais pas, plus fantaisistes, c'est sûr qu'il faut à côté un homme qui soit libéré, quoi. Oui, tout à fait. Et puis, mais ça j'ai mis du temps aussi mais j'ai bien fait de mettre du temps, parce qu'il y a certaines pratiques qui peuvent être dangereuses quand on les met en œuvre avec n'importe qui. Et donc, je me suis toujours interdit d'aller jusqu'au bout, parce que justement, je me suis jamais sentie à l'aise avec qui que ce soit, jusqu'à ce que vous parlez de BDSM, j'imagine. Je parle, oui, enfin bon, pas non plus dans des extrêmes, mais oui, un petit peu quand même. Oh BDSM, c'est soft, hein. On n'est pas oui. Dans du sadomasochisme. Et donc là, vous avez rencontré un maître avec qui ça se passe bien, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Vous avez tout compris. Ça fait combien de temps ? Ça fait 15 ans. Ah, 15 ans, donc c'est une relation longue, établie. Et vous la voyez évoluer, cette relation, dans vos pratiques sexuelles ? Évoluer dans le sens où les mises en pratique sont un petit peu plus rares, parce que on travaille, il y a une routine qui s'installe, mais il faut se méfier de la routine, donc il faut se ménager des plages où on redevient quelqu'un d'autre, disons. Mais Sophie, dans ce genre de sexualité, a priori, ce qu'il y a d'intéressant souvent, c'est qu'il y a le couple qui vit sa vie de couple, et puis il y a la parenthèse de la sexualité BDSM, on ouvre la porte, on la referme. Hein. C'est ça, et ça n'est pas une obligation, ça n'est pas tout le temps, et heureusement, parce que sinon ce serait lassant. Si c'est tout le temps, ça devient une paraphilie, c'est-à-dire qu'on devient complètement esclave de sa pratique, et ça c'est très embêtant, oui. Oui, on a de la chance d'avoir une sexualité qui peut être aussi tendre et classique, et classique, voilà. Et donc je suis parfaitement heureuse avec ça. Mais vous voyez, je suis obligée de faire un peu le rapprochement entre votre sexualité BDSM et ce qui vous est arrivé quand vous étiez enfant. Il y a un lien, hein. Je suppose que vous l'avez... c'est absolument évident pour moi. D'ailleurs, je l'avais évoqué dans une autre émission. J'avais des délires, mais pour le coup très très violents quand j'étais très jeune. Et mes pauvres poupées à l'époque, ce que je leur faisais subir. Et donc c'est évident, moi je n'arrive pas à faire le lien concrètement avec un événement particulier, mais je sais que c'est forcément en lien. Oui, bien c'est une violence que vous avez ressortie sur vos poupées et qui certainement vous ont permis de bien vous en sortir.
Oui, voilà, oui, et de mettre la chose à profit autrement plus tard. Bien sûr. C'est aussi le. Vous savez, dans les gens qui pratiquent le BDSM, très souvent il y a derrière une grosse blessure ou un traumatisme qui est pas forcément d'ailleurs connu, et qu'importe. Et moi, je suis pas non plus pour toujours aller creuser. À partir du moment où l'équilibre est là, il faut pas aller chercher. Et comme vous aviez l'air d'être assez libre pour en parler, je me suis permise de faire le lien. Ah oui, tout à fait. Mais oui, vous avez raison. Mais oui, comme vous le dites, l'important c'est de se sentir bien, d'être heureux. Et après, l'origine, on s'en fiche, quoi. Là, ce qui est assez rare et assez beau, c'est que vous avez à la fois trouvé un compagnon qui vous écoute et qui vous accompagne dans cette pratique-là, là où ça peut être, et je pense, compliqué pour certains hommes de comprendre et de s'y investir, et en même temps un partenaire de vie équilibré, avec qui construire sur du long terme. Et ça, c'est assez beau. Oui, je confirme. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de chance parce que vous avez raison. Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes, enfin du moins parmi ceux que j'ai rencontrés, qui n'auraient pas du tout été à l'aise ou qui sont à l'aise tant que ça reste dans l'imaginaire, regarder des photos à la limite et tout. Mais il faut quand même une grosse confiance en soi. Une grosse confiance en son partenaire pour la personne qui subit. Mais c'est compliqué, Sophie, de comprendre qu'on fait du mal à l'autre pour lui faire du bien. C'est pas tellement dans la logique des choses, Sophie. Excusez-moi. Quelque part, oui. Moi, c'est quelque chose que j'ai étudié. J'ai assisté à des soirées pour justement bien comprendre. C'est quand même assez, c'est paradoxal. C'est paradoxal. Mais disons que moi, ça a toujours été tellement évident qu'en fait, je ne comprends pas que tout le monde n'ait pas envie de ça. Vous voyez. Après, il y a des constantes. Le fait de lâcher prise et de se laisser comme un objet de désir à l'autre, ça, tout le monde peut comprendre que ce soit excitant. Ça reste les ressorts classiques du BDSM. Oui, sans doute. Après, je suis pas sûre que tout le monde soit capable de concevoir ça comme quelque chose d'excitant, mais non, moi je peux vous affirmer que ça n'est absolument pas quelque chose qui est compris par la majorité des gens, mais parce que on n'est pas suffisamment au clair avec nos dimensions qu'on a tous pourtant de sadisme, de masochisme, et est-ce que le patron qui est dégueulasse avec ses employés, finalement, il ferait pas mieux d'être un maître et de gérer son sadisme dans sa sexualité, Et d'être soumis au travail, c'est ça? C'est ça. Non, j'ai parlé du sadique. Donc, on sait bien que tout ça est très très complexe. Mais en tout cas, je suis ravie que vous ayez trouvé ce compagnon, parce qu'en plus, là, un couple qui fonctionne bien avec une sexualité un petit peu marginale, c'est quand même un couple qui a des chances de bien fonctionner longtemps, parce que vous avez trouvé la perle rare. C'est la première fois que je me pose pas de questions. Dans toutes les relations dans lesquelles j'ai été avant, il y a un moment où je me suis dit, est-ce que je fais bien, est-ce que j'en ai pas assez, est-ce que j'irais bien voir ailleurs, mais alors là, j'ai jamais eu, ça fait 15 ans que j'ai jamais eu le moindre doute. Quand il n'y a pas de questions, c'est que c'est la bonne réponse. Voilà, absolument. Voilà un beau dicton. Merci beaucoup, Sophie, en tout cas. Merci beaucoup de votre témoignage. Et puis on fait une petite pause, on va conclure dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Fleur Chéri est avec moi. Je rappelle le titre de votre livre, Le microscope dans la culotte. Excusez-moi, je fais à chaque fois l'erreur parce qu'on m'a mis la culotte. Alors non, il est dans la culotte, évidemment. Sûr, enfin, franchement, voyons. C'est aux éditions Alizio, donc vous évoquez beaucoup d'avancées sur les questions de sexualité. Qu'est-ce qui pour vous serait intéressant à découvrir encore? Moi, il y a une question qui m'a beaucoup intéressée quand j'étais dans l'écriture de ce livre, qui est celle de la chimie au service de notre confort émotionnel. C'est-à-dire que de plus en plus, on va pouvoir prendre des petites pilules, par exemple, pour se remettre de nos chagrins d'amour.
plus vite. Donc pour créer, parce que tout ça c'est de la chimie interne dans nos cerveaux, quand on a une rupture amoureuse, on va créer par exemple beaucoup de cortisol, l'hormone du stress, et puis on va se mettre dans des états de ce qu'on appelle stress post-traumatique, avec des choses très désagréables pour le cerveau, de la réviviscence de souvenirs, des syndromes où on n'arrive plus à manger, on n'arrive plus à dormir, on va même éviter tout ce qui nous rappelle notre ancien partenaire amoureux. Bon, tout ça, on l'a certainement tous déjà connu, c'est très désagréable. Et demain, il y aura la possibilité d'atténuer ces effets-là. Et donc ça pose plein de questions. Est-ce que la douleur émotionnelle, elle est importante pour l'humain ? Oui, mais on sait en même temps qu'il y a des tas de choses qu'on peut faire, comme par exemple la méditation, la respiration, la cohérence cardiaque, d'aller voir un film, par exemple, très très triste, qui va nous faire beaucoup pleurer et qui va nous faire évacuer le chagrin, etc. Donc il y a des tas de solutions, sauf que... Qui ne sont pas chimiques, vous avez raison. Et puis vous avez la solution chimique. Comme l'être humain est un peu fainéant, il préférait avaler un cachet. C'est dommage. Bon, c'est la même chose quand on tombe malade. Et évidemment, il faudrait peut-être mieux manger, aller faire du sport. Bon, et puis parfois, on tombe malade, on a un système immunitaire qui est pas bon parce qu'on est stressé, on mange mal, etc. Et donc, on va prendre un peu de chimie pour compenser tout ça. C'est peut-être la même chose. Mais ça pose cette question-là. Est-ce qu'on doit aller, en effet, vite dans l'efficacité, enchaîner les partenaires, les ruptures et se remettre rapidement, ou au contraire, accepter la douleur, accepter le temps long, aller voir un film, pleurer, faire de la méditation et être dans le naturel. Mais je pense que c'est des sujets sur lesquels le citoyen de demain devra trancher à sa propre échelle pour savoir ce qui est bon ou pas bon pour lui. Évidemment. Jérôme est avec nous et on va conclure avec vous. Jérôme, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité, c'est Fleur, je crois. C'est Fleur, bonjour Jérôme, merci. Fleur, pardon, excusez-moi, oui, parce que j'ai pas écouté toute l'émission, j'ai picoré, j'ai piqué des petits morceaux gauche à droite. C'est pas grave, c'est pas grave. Dû à mon travail, voilà. Alors j'ai compris le but de l'émission, la thématique, pardon, mais ça me paraît un petit peu large. J'ai pas bien compris l'axe d'effort et ce pourquoi les gens ont appelé pour témoigner. Donc voilà. Maintenant, je peux vous raconter déjà un peu notre histoire. Vous êtes en couple, vous donc. Oui, on s'est déjà eu. C'est pas la première fois d'ailleurs que je participe à l'émission. Voilà. Nous, en gros, on a 46 ans. On est ensemble depuis qu'on a 16 ans. Donc ça fait plus de 30 ans qu'on est ensemble. On a 2 enfants qui maintenant sont grands, 28 et 21. Donc, je sais pas. Pour faire simple, je dirais que depuis que les 2 enfants sont grands, on se redécouvre un petit peu. C'est formidable parce que déjà ça, c'est un des grands handicaps du couple, c'est que lorsque les enfants sont grands, parfois ça crée quelque chose d'assez calme, trop calme même. Ah oui, bon là c'est pas du tout trop notre style. C'est bien, tant mieux. Forcément, quand on s'est connus, on va dire ado, voilà, c'était des feux d'artifice de partout. Après, il y a eu la période, assez rapidement, on avait des enfants jeunes, donc on va dire plus calme, plus classique. Je sais pas si c'est plus calme, mais plus classique en tout cas. Et on peut. Je dirais que j'ai quand même eu quelques appréhensions en se disant l'homme ayant toujours, vous le dites assez Brigitte, l'homme ayant toujours plus envie, etc. Je me dis mince, comment ça va venir tout ça, voilà. Et en fait non, c'est l'inverse, pas de souci, les enfants sont grands, tout ça, ça a tendance à revenir plutôt à l'état où c'était avant. Donc c'est très très bien. D'ailleurs depuis 4 ans, quelque chose comme ça, on s'est découvert au naturisme, parce qu'on habite dans le sud. Donc au naturisme et un petit peu de libertinage, mais plus sans mélangisme. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Je crois que Flore, vous comprenez parfaitement. Donc juste du côte-à-côtisme, c'est ça ? Pardon, Marie ? Juste du côte-à-côtisme ? Oui, voilà, ça va être ça. Et moi, en faisant un petit peu ça, j'étais très content. J'avoue très honnêtement qu'au début, c'est peut-être un peu plus moi qui ai poussé madame, mais sans excès. Hein. Et de toute façon, c'est quelqu'un c'est une féministe pure et dure qui accepterait pas qu'on la force. Donc voilà, et j'en suis fier. Mais
c'est presque elle maintenant qui est plus demandeuse, quoi, si vous voulez. Donc, et encore qu'elle n'est pas plus demandeuse que ça, mais si vous voulez, c'est plus elle qui va avoir tendance à redemander, etc. Et quoi dire de plus? Moi, en faisant ça, en découvrant ces pratiques-là, je me sens plus d'ailleurs, on verra ce que l'avenir nous donne, plus scandaliste qu'autre chose. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que moi, je l'ai toujours admiré ma chérie, puis je l'admire encore tous les jours. Donc, elle est tellement jolie que voilà, je sais pas si c'est ça, j'en sais rien. Voilà, j'ai peut-être par rapport au but aux thématiques de l'émission, peut-être ce qui m'ennuie un peu, c'est que c'est comme 60 ou 70%, vous disiez tout à l'heure Brigitte, des femmes, même si elle est jolie, elle se sent mal dans son corps, alors qu'il y a rien de, elle est très jolie, voilà, mais ça, le naturisme et le libertinage peut l'aider à se libérer. Ouais, ça j'ai remarqué, si ça peut être un petit témoignage, j'ai remarqué que elle n'a pas eu de mal au naturisme et ça a libéré son esprit, sa tête, son corps, même à la maison maintenant. On a une assez grande maison avec une piscine, tout ça machin. Là où ça aurait été compliqué de faire un bain de minuit, ça va plus la gêner. Voilà, se promener nu dans la maison, c'est pas de l'exhib, loin de là. Mais non, mais ça donne, ça libère. Voilà, ça libère le corps, oui. Mais dans ce que vous dites quand même, Jérôme, parce que j'entends que quand vous aviez 16 ans, vous êtes rencontrés, mais vous étiez tous les deux sexuellement assez libres. Donc elle est quand même bien dans son corps, dans le sens où elle est à l'aise avec la sexualité. Donc c'est pas non plus quelqu'un qui est totalement inhibé. Non, mais voilà, c'est peut-être un petit peu dommageable, pardon. Voilà, elle n'est pas assez dans le lâcher prise, voilà. Donc il y a aussi une déformation un petit peu, parce que c'est quelqu'un qui est comme ça, qui est très dans le contrôle, de manière générale. Mais est-ce qu'elle est dans le contrôle ou est-ce qu'elle est cérébrale? C'est pas tout à fait la même chose non plus. Peut-être les deux. Voilà. Je sais pas, mais peut-être, je sais pas, je saurais pas dire. Je voudrais pas dire de bêtises. Je sais qu'une fois elle avait appelé, j'étais très fier qu'elle puisse appeler, elle était assez contente d'ailleurs, elle qui voulait pas, qui était un peu réfractaire, elle avait appelé quand lors d'une émission il y avait Michel Lodoul, et Michel, comme vous l'aviez dit, stop quoi, il faut desserrer les dents quoi, il faut apprendre à lâcher, ça va faire du bien, etc. Et voilà, alors elle essaye, mais c'est les débuts, c'est les prémices, et voilà, je trouve que c'est dommage parce que il manque pas grand-chose pour que ça soit génial, quoi. Mais voilà. Elle a peut-être besoin que tout soit bien fait, parfait, enfin un petit côté perfectionniste, c'est ça. C'est ça. Oui. C'est ça. Alors je sais pas si c'est féminin ou si c'est elle, mais. Et alors le fait que les enfants soient partis, ça lui a permis de se décrisper un peu, parce que j'imagine que quand il y a les enfants, il y a ce côté contrôlant qui reprend le dessus, mais là. Oui. Alors. Même d'ailleurs quand il y a n'importe qui à la maison, pourtant c'est pas quelqu'un qui justement n'a pas de problème plus que ça avec son corps, surtout depuis qu'on fait un petit peu de naturisme. Elle est plus libérée qu'avant, donc voilà, elle va pas faire de chichi sur un décolleté ou je sais pas, voilà. Ouais, ça c'est cool, c'est vraiment cool de la sentir un petit peu plus légère qu'avant à ce niveau-là. Mais il est clair que demain, on a des invités à la maison, que ce soit Pierre, Paul, Jacques ou les enfants. Et non, il ne faut pas la toucher. Voilà. Ah oui, elle n'aime pas qu'il y ait des effusions en public. Non, ça c'est clair. Alors que voilà, au Cap, pour pas citer le lieu, ça va pas déranger. Voilà. Mais je crois que c'est peut-être cérébral, donc je sais pas. Là, c'est un peu un problème de culture. Hein. Quand on est dans le monde, on se comporte bien. Hein. Mais vous pourriez vous amuser, par exemple, ce serait un truc qui pourrait peut-être vous exciter tous les deux. La prochaine fois que vous avez vos beaux-parents ou vos parents ou ses parents à elle, vous lui dites, mais tu mets une robe, mais vous lui enlevez la culotte juste avant. Personne ne le saura, mais vous deux, vous le saurez.
Bah alors ça me fait rire, et elle peut-être aussi, mais je sais pas si elle y arriverait. Ou alors il faut votre numéro de téléphone avant que vous l'appeliez, quoi. Parce que là personne ne peut le savoir. Donc si vous voulez, l'honneur est sauf, mais en même temps il y a une petite transgression. Vous voyez, je pense que c'est dans cet ordre d'idées en tout cas qu'il faut avancer avec elle. Ouais, je comprends, mais il faut essayer. Il faut essayer. J'essaierai. Au début, vous lui dites de mettre juste un petit string. Et puis après. Oui, ça, elle sait faire. Il n'y a pas de souci. Mais voilà. Bon, je lui dirai d'appeler Brigitte avant. Si ça vient de quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, je ne sais pas trop en quel sens témoigner plus, ou je sais pas, mais voilà, parce que vous l'aurez bien compris, on n'a pas tellement de problèmes dans le couple à ce niveau-là. Je pense que vous n'en avez même pas du tout. Je n'ai pas d'inquiétude du tout pour vous. Je pense que vous êtes parce qu'un couple qui parvient, d'abord, vous êtes ensemble depuis très longtemps, donc on voit déjà que le couple fonctionne bien, et puis qui ensuite arrive à rebondir après le départ des enfants, moi je pense qu'il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir. Peut-être si je peux témoigner, ça peut aider d'autres personnes. Voilà. Je sais qu'elle m'a dit que ça lui a fait beaucoup de bien de voir mon comportement quand on était au Cap. C'est-à-dire qu'elle avait peur que je fasse partie des gorées moyens, quoi. Voilà, je ne sais rien comment les appeler. Mais elle s'est dit, ça y est, il va partir, quoi. Il va partir en live. Et en fait, c'est l'inverse. C'est pas l'inverse. Non, elle n'est pas partie en live du tout. Mais elle s'est dit, mince, il part pas, il se retient, il n'est pas excité par ce qui est autour. Mais en fait, non, j'avais rien besoin de plus, quoi. Donc, c'est elle qui est votre déesse, donc. Alors, je dis pas qu'on fera rien à l'avenir, ça évoluera peut-être, mais moi, je m'écoute, je ferai que ce que j'ai envie, et si j'ai envie, et avec qui j'ai envie. Donc ça ira au rythme que ça ira, etc. Mais par contre, moi, ça m'a complètement libéré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, par exemple, elle peut tout me demander. C'est-à-dire que si demain on se retrouve au Cap et qu'elle me fait une demande, à moins que ce soit vraiment particulier, je vais la laisser. Je risque juste de demander d'être présent, mais c'est tout. J'ai complètement, et ça vous avez beaucoup participé à ça d'ailleurs, j'ai complètement scindé les sentiments de la sexualité, quoi. Donc mais voilà. Parce que votre couple fonctionne bien, parce que vous pouvez parler, donc il n'y a pas de problème. Quand c'est comme ça, le Cap d'Agde ou le naturisme ou l'échangisme, ça apporte quelque chose parce que ça met le sexe à sa place et la sexualité dans le couple. C'est-à-dire qu'on vous faites bien la différence entre une sexualité qui correspond à tous les deux, qui est votre intimité et qui est liée à l'affection que vous avez l'un pour l'autre, et puis il y a le sexe. Bon, comme on irait boire une bière avec des copains, on s'encanaille un peu avec du sexe dans un endroit comme le Cap d'Agde, et puis c'est tout. Voilà, ouais. C'est ça. Et voilà, donc ça l'a beaucoup rassuré. Et c'est ce qui l'a invité à me dire, faut qu'on y retourne, machin, truc, etc. Parce qu'elle s'est rendue compte que je partais pas en live, quoi. Elle s'est rendue compte que je lui ai pas demandé d'aller au Cap juste pour moi. Voilà. Pas trop comment. Et puis peut-être qu'elle s'est rendue compte qu'à travers votre regard, elle était belle. Parce qu'il y avait aussi peut-être cette question-là de est-ce que mon corps a changé, est-ce que je suis au corps désirable, et le voyage au Cap, elle s'est rendue compte qu'à la fois elle était désirable, mais surtout qu'elle était désirable à vos yeux encore. Oui, j'espère qu'elle n'en a jamais douté, parce que voilà. Moi, vous savez, une femme qui ne doute jamais du fait qu'elle est désirable pour son homme, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais, pourtant je lui dis presque tous les jours, elle me le dit, tu me dis trop. Je te crois plus parce que tu me le dis trop. Ouais. Ne lui dites plus et vous allez voir comment elle va bouger. Je me suis déjà amusé à ça, c'est rigolo. Ça marche. Mais le problème, c'est que je tiens pas longtemps. Donc voilà. Tant mieux. Écoutez, moi ça me fait plaisir toujours d'entendre un homme qui est toujours très amoureux de sa femme, ça fait toujours du bien. Oui, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, Jérôme.
Belle journée à vous deux. Merci. Eh ben, écoutez, Flore chérie, ça va, hein, la sexualité. Les Français vont bien. Avec ce mois de juillet qui s'annonce chaud, ça va se passer très très bien pour la plupart d'entre vous. Merci en tout cas, Flore chérie. Je rappelle le titre de votre livre, Le microscope dans la culotte. C'est aux éditions Alizio. On peut vous retrouver également au Suite Paradise à Paris dans le 2e et également sur ce site mysuitefantasy.com. Hein, justement, si vous avez besoin d'un peu d'idées, de fantasmes pour votre couple, n'hésitez pas à aller sur ce site. Voilà, on va laisser la place à C'est votre avenir et puis on sera demain avec Vincent Hupertan. Il est urologue et sexologue. On évoquera justement la sexualité masculine, en quoi elle évolue entre le moment de la puberté et du grand âge, parce que là aussi il y a quand même beaucoup de modifications dans la sexualité masculine, contrairement à ce qu'on dit un petit peu trop souvent. Sud Radio, votre avis fait la différence.